L'échiquier international, bienvenue à tous. Nous sommes à quelques heures de la conclusion de l'année 2023 selon le calendrier grégorien, une fin d'année et qui n'en est pas une pour des Palestiniens qui continueront leur lutte contre les tentatives de pénétration des chars Markava, bien en difficulté d'ailleurs, une fois dans l'enclave et sur un autre front, celui de la diplomatie et la symbolique, faire en sorte que les droits des Palestiniens soient recouvrés. Telle est la tâche qui risque d'incomber non seulement sur les Palestiniens, mais sur tout un ensemble de militants qui défendent leurs droits de par le monde. Donc pas de changement réel pour le combat, des festivités donc suspendues. N'oublions pas que le nombre de victimes des Palestiniens avoisine actuellement au moins les 22 000 morts et surtout à cause des bombardements réguliers, on devine à peu près à quoi sera faite l'année 2024 pour Gaza. La résistance, la lutte, l'abnégation, on l'a déjà dit. Toutes les parties le disent, la guerre sera longue, surtout que des Américains ne semblent pas retenir des sionistes dans leur tentative d'éradication. Plus encore, le ministre sioniste Netanyahou a remercié tout juste hier le président américain Joe Biden pour son apport en armes et en munitions, la seconde aide en ce terme en seulement un mois. Des armes qui ont sûrement servi hier lorsque l'aviation sioniste a frappé les camps de réfugiés urbains de Nusayrat et de Bourej au centre de Gaza. Des milliers de déplacés sont arrivés à Rafah ces derniers jours à pied ou dans des camions ou des charrettes d'ailleurs remplies de matelas. Ceux qui n'ont pas trouvé place dans les abris débordés ont dressé leurs tentes au bord des routes. Les bombardements, on le rappelle, ont déplacé quelques 85% des 2,3 millions d'habitants à Gaza, envoyant un grand nombre de personnes chercher refuge dans les zones de sécurité désignées par l'entité sioniste et que l'armée, néanmoins, continue de bombarder. On en parle de tout ça et bien d'autres sujets dans quelques instants. 86e jour de bombardement sioniste. Les jours, en effet, se suivent et vont sans doute être traversés de souffrances, de larmes et de deuil, mais aussi de lutte. On parle des prochains jours. Pas grand changement notable donc, entre les jours ultimes de 2023 et le début de 2024. Pour en parler de cette thématique autour, je reçois avec grand plaisir Aïssa Al-Midani, analyste politique, chercheuse et militante. Merci d'être des nôtres. Bonsoir. Bonsoir et merci de l'invitation. Tout l'honneur est pour moi. Alors, Aïssa Al-Midani. Bonsoir à tous les. Allez-y, je vous en prie. Téléspectateurs de Télé Algérie à L24, en fait, et donc toutes mes salutations à tout le monde. Commence à vous connaître puisque vous êtes une habituée de l'échiquier international. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, en tout cas, Aïssa Al-Midani. Alors, première question, l'année 2023 est sur le point de se terminer. On l'a dit, pas de changement significatif pour Gaza, pour en tout cas les premiers jours de 2024. L'année 2024 n'a pas encore commencé, mais on sait d'ores et déjà qu'elle sera auréolée sous le signe de la lutte pour la population gazaoui et la résistance. En fait, pour les Palestiniens, toutes les années se suivent et se ressemblent. C'est des années de lutte, de construction, faire face à la destruction, faire face au bombardement, faire face aussi à tout ce qui est exaction israélienne contre le peuple, hein, que ce soit dans la bande de Cisjordanie, que ce soit dans la bande de Gaza, dans tous les coins de la Palestine occupée. Les Palestiniens, depuis 75 ans, font face à l'occupation la plus horrible du monde, dans la mesure où elle est soutenue par les Américains, impérialistes notoires, et tous leurs alliés aussi, donc la France, l'Angleterre, l'Allemagne, tous les pays de l'OTAN. Donc, en fait, pour les Palestiniens, cette année, par contre, a été l'année la plus horrible en destruction. Et on sait que ces derniers jours, d'ailleurs, il y a eu une escalade dans les destructions suite à la demande, je dirais, des États-Unis de terminer, effectivement, terminer le boulot au plus tard, en fait, vers la fin de l'année et jusqu'à février.
Donc, il y a eu une escalade. Je voudrais aussi rappeler dans ce sens que les États-Unis fournissent des armes, des explosifs de plus en plus gros et des armes de plus en plus puissantes face à ces habitants de Gaza. Je voudrais rappeler aussi que la bande de Gaza est fait 360 km², donc c'est 15 km par 32. Quel est le lieu le plus dense de l'humanité en fait en matière d'habitation? La densité, oui. Il y a la densité de population, que il y a les bombardements ne visent que les civils d'ailleurs, visent l'ensemble des habitations, des tours d'habitation. Ils ont visé les hôpitaux, ils ont visé les écoles. Il y avait aucune ligne rouge qui n'a été traversée. Donc les hôpitaux, les lieux de culte, les écoles, y compris les écoles de l'UNRWA, en fait, de l'ONU, qui sont organisées pour les enfants et maintenant qui ont été transformées aussi en centres d'hébergement. Et puis les habitations civiles. Alors, Tout ceci dans un silence noir, en fait, je dirais, des institutions de l'ONU et qui, en fin de compte, effectivement, condamnent du bout des lèvres sans prendre des mesures. Et des mesures concrètes. on a vu même quand il y en avait eu des appels, quand il y a eu un appel par Guterres, en fait, avec secrétaire général de l'ONU. l'article, voilà, le secrétaire général de l'ONU, effectivement, un appel sous l'article 99, en fait, ça a été anéanti par un veto américain. Alors, on l'a dit, hein, vous venez de le dire, l'année 2023 a été sans doute une des pires années dans toute l'histoire de la Palestine. Il y en a plusieurs, mais 2023 marquera en tout cas les mémoires. Mais il y a noté aussi peut-être une pointe de positivité. Il y a peut-être le retour de la résistance palestinienne sur la scène internationale, malgré les efforts du sionisme de l'enfuir, qui est une bonne chose finalement. En fait, les effets de cette agression israélienne sur Gaza et sur le peuple palestinien, cette férocité, il y a effectivement donc la question palestinienne a été propulsée au premier plan, en fait, au niveau de l'échiquier mondial, si on peut parler ainsi. Deuxièmement, il était important de voir à quel point des informations qui étaient complètement retenues, occultées par rapport à l'ensemble des populations, maintenant sont parvenues à leurs yeux et à leurs oreilles sur la violence des exactions israéliennes, sur l'hystérie israélienne dans les bombardements. Ceci a été donc en fait lié effectivement à la présence d'une part des réseaux sociaux qui ont fait parvenir ceci, et aussi le fait que toutes les personnes à Gaza, en Palestine, etc., sont devenues pratiquement des envoyés de presse. En fait, ils prennent tous des vidéos, ils les passent et qui arrivent presque momentanément au vu et au su du monde entier, Alors, Essam Medani, je voulais avoir votre avis. Ce qui est très très important en fait, et qui a joué beaucoup dans le soutien de la population des populations du monde entier au peuple palestinien.
alors qu'ils étaient tous pratiquement aux côtés des Israéliens. Et ce qui a contribué peut-être à ce que l'entité sioniste perde aussi la bataille de l'image. En tout cas, je voulais entendre votre avis sur un autre sujet. Alors, on entend souvent la terminologie sioniste, mais les officiels sionistes semblent être bien au-delà de ce qu'on connaissait, en tout cas de la stratégie sioniste. C'est qu'on observe, c'est du jamais vu, Netanyahou, on nous le présente comme une exception, mais il est revenu, je le rappelle, 3 fois au pouvoir, après des votes, on essaye d'en faire une exception, un accident politique dans l'histoire de l'entité sioniste, mais il révèle quand même quelque chose de cette société sioniste. Est-ce que Netanyahou ne donne pas au fond un satisfecit à une partie non des moindres de la société sioniste par rapport à ce qu'on voit en Palestine? Mais en fait, la société sioniste est pratiquement en Israël. Je ne peux pas dire toute la société sioniste israélienne, parce elle est majoritairement composée en fait de colons qui viennent pour déloger les Palestiniens, prendre leurs terres, prendre leurs maisons, etc. Donc ce n'est pas du tout une exception, un peuple comme les autres. Ça, c'est le problème. D'un autre côté, ce sont tous ces colons. Ils ont été armés récemment. Il y a eu des appels aussi au meurtre de tout Palestinien. Les messages d'ailleurs de meurtre et les messages absolument horribles du style, on considère que les Palestiniens ce sont des animaux, ce ne sont pas des êtres humains. Les messages comme il faut tous les tuer. Mais Aïssa El-Midani, pardonnez-moi. Qu'il faut juste les enterrer vivants. Etc. Je voulais dire que Netanyahou représente quand même un courant quand même majoritaire, puisqu'il est revenu 3 fois au pouvoir. Il ne s'est jamais caché en arrivant au sommet de l'exécutif en disant qu'il voulait en finir avec les accords d'Oslo, qu'il n'a jamais cru à la solution de 2 États. Donc il représente quand même un courant, en tout cas présent au sein de la société sioniste. Il représente un courant et il a dû s'allier pour parvenir à faire un gouvernement ces derniers temps. Il a dû s'allier effectivement à l'extrême droite fasciste comme Smotrich et les autres. Mais en fait, je voudrais rappeler quand même que pendant quelques années, il était absolument incapable de former un gouvernement, que ça a été toujours un grand problème pour la formation du gouvernement. Et donc, à chaque fois, il y a eu plusieurs élections en peu de temps, etc., en quelques années. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui a un appât pour le pouvoir. C'est quelqu'un qui a une série d'affaires contre lui, c'est-à-dire il a trempé dans des affaires de corruption, de vol, etc. Et en même temps, c'est un de ceux qui aura le plus long mandat à la tête de l'entité sioniste aussi. Hein. Oui, et aujourd'hui, il s'acharne justement pour prolonger la guerre, parce que cette guerre prolonge cette agression contre les Palestiniens prolonge l'âge ou la vie de son gouvernement, et aussitôt qu'il y aurait un cessez-le-feu, il va y avoir des comptes il va devoir rendre des comptes à la fois à son cabinet, à la fois au cabinet de guerre, là, entre l'armée, les services de renseignement, etc. Et d'ailleurs, il faut voir quand même que le schisme est très important à ce niveau-là. Ils se renvoient la balle par rapport à leurs échecs face aux Palestiniens. Ils se renvoient les accusations. Aujourd'hui, le fait que les détenus civils, en fait, certains ont été tués d'ailleurs par l'armée israélienne, et ça c'est su par l'ensemble de la population, que Netanyahou ne fait absolument aucun effort pour libérer les otages, entre guillemets. Donc tout ceci fait que, en fait, aujourd'hui, s'il arrête la guerre, il va aller directement en prison. C'est ça qui fait que lui, il s'entête à continuer, effectivement, et il s'entête à continuer l'agression contre les Palestiniens de plus en plus, espérant toujours avoir une petite victoire quelque part.
Alors, Aïssa Midani, tout autre sujet, si vous le voulez bien, le 30 décembre 2006 fut le jour de la mise à mort de Saddam Hussein, le dirigeant irakien. On se rappelle de la scène, hein, main dans le dos, chevilles et poings liés. Il a fait preuve d'un calme et d'un courage exemplaire devant la potence. On connaît la suite, la trappe s'ouvre. Le dirigeant irakien meurt instantanément quelques heures avant le début de l'Aïd, une exécution qui a sonné comme une espèce d'insulte, en tout cas de volonté d'humilier le monde arabe et musulman. Surtout exactement. C'est une exécution qui arrive après une guerre un peu troubleuse, injuste par rapport à ce faux casus belli d'armes de destruction massive qu'on n'a jamais trouvé jusqu'à présent. Alors, Saddam Hussein a aussi représenté une menace pour l'entité sioniste. Donc finalement, est-ce que c'est une guerre qui a été voulue, ne l'oublions pas, par l'entité sioniste? Absolument, absolument. De toute façon, il faut dire depuis la guerre de 67, de 67, après il y a eu 73. Et en 73, il y a eu effectivement une unité, je dirais, assez importante de l'ensemble des pays arabes, des frontières avec Israël, donc la Syrie, l'Irak, l'Égypte et même l'Arabie Saoudite qui y a participé. Donc en fait, et ça a été une défaite sans précédent pour les Israéliens. Ils s'en rappellent toujours. Et suite à cela, ils ont décrété et décidé avec les Américains que de toute façon, la grande menace à la vie de cet État fantoche d'Israël, c'est à la fois l'Irak, l'Égypte, la Syrie essentiellement, et puis l'Arabie Saoudite telle qu'elle était en fait. Alors j'en profite justement à ce moment-là. Alors justement. Donc il y a eu. Oui, pardon. Allez-y. Oui, alors donc c'était justement, ils ont commencé par la destruction de l'Irak sous des prétextes fallacieux qui étaient la présence d'armes de destruction massive. Il n'en était rien du tout. Et puis d'ailleurs, avec beaucoup d'insolence, Bush et Blair avait annoncé, et alors, c'était quand même utile, et il faut quand même, on a détruit l'Irak, un pays qui était avancé, on a tué 1,5 million de personnes, sans plus, et en plus, on a détruit l'Irak. Bon, heureusement, l'Irak se remet sur pied maintenant. De la même manière, le deuxième pays, ça a été voulu aussi de neutraliser et détruire l'Égypte. Et c'est là que, effectivement, par la trahison de Sadat, il y a eu l'accord avec Camp David et avec les Israéliens. Et donc là, l'armée égyptienne a été complètement sortie du combat avec Israël. Et puis, dernièrement, la Syrie. Et c'est là que, aussi, en 2011, il y a eu cette invasion de la Syrie par des proxys et des terroristes interposés. Alors j'en profite justement. L'infrastructure syrienne a été détruite. Il y a eu des milliers de morts, des milliers de blessés, une structure, une infrastructure qui est complètement détruite. Jusqu'à maintenant, la Syrie souffre du manque d'électricité, de gaz, etc. Et en plus, les Américains ont campé, ont fait des bases sur les puits de pétrole et de gaz syriens, en privant donc le peuple syrien de ses propres ressources. En Syrie, on crève de froid en hiver et on n'a pas d'électricité par manque de fioul, par manque de gaz, etc. Parce que ce sont les Américains qui le pillent systématiquement tous les jours. Il y a des centaines de citernes qui s'en vont de ces puits. Ajouter à cela une guerre aussi visant à affamer le peuple syrien,
qui volent effectivement les grains, les récoltes des deux régions les plus riches de la Syrie. C'est la région Al-Jazira, on l'appelle Al-Jazira, c'est la région qui est entre l'Euphrate et le Tigre dans le nord-est de la Syrie, et c'est la région d'Idlib où pullulent les terroristes encore qui sont dirigés menés par la Turquie, soutenus par la Turquie et les États-Unis. Alors après avoir dressé ce tableau... Mais la Syrie a tenu, je voudrais quand même juste ajouter quand même une phrase qui est très importante. La Syrie a résisté, le plan américain a été stoppé. A échoué. Le plan américain qui est la création du nouveau Middle East à la version américaine, il a effectivement été stoppé, échoué et dénoncé, ce qui fait que d'ailleurs après ils ont eu recours à ce code César qui empêche la Syrie de pouvoir échanger quoi que ce soit avec le monde, et ça équivaut aussi à un blocus général visant effectivement à affamer et à maintenir la Syrie dans une incapacité de se reconstruire. Justement, après ce tableau que vous avez dressé, peut-être qu'on aurait dû rajouter aussi la séquence triste ou tragique qu'a connue la figure de Muammar Kadhafi et la Libye, qui n'en sort toujours pas. Absolument, la Libye. La Libye, bien sûr, Bachar el-Assad, l'intervention, bien sûr aussi la mort par empoisonnement au polonium selon l'équipe médicale suisse et russe de Yasser Arafat, et aussi les bombardements actuels de Gaza. Alors je vous pose la question sans embâche, mais où sont donc les pays arabes ? Eux qui sont dotés de services de renseignement, d'armées, d'élite, de gens quand même qui sont intelligents, ils sont en train de voir que petit à petit, à chaque fois qu'on fait appel, à chaque fois qu'on tente de construire une souveraineté, ils sont tout de suite ciblés. À quand une réaction de ces peuples arabes, qui sont nombreux quand même? Les peuples, ils réagissent toujours. Hein. La question, c'est, en fait, certains gouvernements ont été bridés déjà dès leur création par des traités. Il faut savoir que, en fait, les pays comme les Émirats arabes unis, comme le Bahreïn, le Qatar et l'Arabie saoudite, ils ont été créés par l'Empire britannique à l'époque. Et puis, ils ont mis à la tête des familles qui leur ont voué allégeance toute la vie pour rester au pouvoir. Donc, ce sont plutôt des protectorats, je dirais, britanniques, hein, qui continuent à agir, qui pensent agir en indépendance, mais en fait, c'est un leurre. Par contre, les pays comme la Syrie, l'Irak, l'Égypte, elle essaye dans la mesure où il y a eu quand même ces accords de Camp David, en fait, qui la lient, et il y a d'autres accords aussi autour de Rafah, de Sina, etc. Ce sont tous des parties de ces accords de Camp David, hein, et qu'on ne connaît pas encore, qui n'ont jamais été rendus publics, en fait, les textes de l'accord. Il y a cet aspect. Et puis, l'autre aspect aussi, les autres pays, c'est aussi l'Arabie saoudite qui est liée aussi par les accords de Bretton Woods, les Émirats sont liés aussi par d'autres accords. La question, ce qui est important, c'est que les peuples arrivent à imposer au gouvernement leur volonté. Aïssa Al-Midani, merci beaucoup. On arrive malheureusement à la fin de notre rendez-vous. Merci pour toutes ces explications. Vous souhaitant une agréable année. Bonne année à vous, chers téléspectateurs. Santé, paix et amour, ainsi qu'à vos proches. Que l'année 2024 soit une bénédiction pour tout un chacun, ainsi que pour notre pays. Cela dit, ne partez pas trop loin. L'échiquier revient en 2024, c'est-à-dire dès demain, en vous souhaitant une agréable soirée.